Bienvenue dans Transcendance Podcast, le podcast qui t'aide à débloquer ton plein potentiel pour profiter pleinement du jeu de la vie. Nous sommes Flavien et Colo, tous les deux préparateurs physiques, coachs sportifs, mais surtout passionnés du développement personnel, de comment on peut devenir des meilleures versions de nous-mêmes, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, on a un invité surprise, ou pas surprise d'ailleurs, on a juste un invité. Val, je te laisse te présenter. Yes, salut les gars, salut Flavien, salut Léo, merci beaucoup pour l'invitation sur ce podcast. Ça va être un plaisir d'échanger avec vous sur les thématiques qui nous plaisent à tous les trois, notamment du coup un petit peu de voyage, je suppose, et du sport. Et du sport, parce que personnellement j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis coach sportif, notamment spécialisé plutôt en calisthénie. Très bien, la Parfait. calisthénie, ça résonne bien avec ton mode de vie de voyageur, donc on sera amené à en parler. Exactement. Et du coup, première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi tu as voulu associer calisthénie et voyage et pourquoi ça match si bien? Alors, déjà dans un premier temps, pour refaire un petit peu l'historique et l'histoire, donc j'ai commencé la musculation à 18 ans, à la base musculation classique pour me construire un physique. Vraiment, à la base, c'était simplement pour l'aspect esthétique. Et assez rapidement, je me suis un petit peu ennuyé, on va dire. En fait, le fait de gagner en performance en musculation, ça m'intéressait pas spécialement. Par contre, j'ai vu des vidéos sur Insta. Je commençais à voir des vidéos sur Insta sur la calisthénie, sur des figures classiques comme simplement le handstand, le drapeau, toutes ces choses-là qui plaisent énormément, surtout quand tu as entre 18 et 20 ans. Et donc, du coup, je me suis orienté directement sur la calisthénie et ma copine étant une grande fan de voyage, personnellement, j'ai pas trop voyagé avant d'être avec elle, et ben, je me suis pris un petit peu au jeu et je me suis dit qu'en plus de ça, la calisthénie allait me permettre de continuer à m'entraîner, continuer à maintenir un niveau et à pas être dépendant d'un matériel en particulier pendant mes voyages et de me dire que peu importe où je serais sur le globe, j'aurais toujours de quoi m'amuser et de quoi continuer à progresser sur ce qui me plaît. Donc voilà, c'est surtout ça. Et en fait, c'est plus, en fait, c'est ni la calisthénie qui a amené le voyage ni l'inverse. C'est vraiment les deux qu'on matché. Et c'est ce mode de vie justement de m'entraîner tout en voyageant et de me dire que j'ai 100% de liberté et que je suis pas dépendant d'un point géographique en particulier. Bah, j'adore l'idée. Donc, Ok, trop bien. Bah, ça résonne pas mal en plus avec ce qu'on fait et les épisodes qu'on a dédiés sur le podcast autour du voyage, de l'entraînement. Et au final, ouais, c'est tout à fait possible de progresser. Même le voyage, c'est plus même une opportunité si on s'entraîne bien de progresser qu'un frein. Et au final, le voyage, ouais, ça s'apparente pas mal aussi aux personnes qui voyagent. Ça peut être, voilà, si vous voyagez pas, tout ce qu'on peut partager comme technique d'entraînement, c'est aussi la même chose si on a un mode de vie très pris, je sais pas, par le boulot ou autre, on a peu de temps pour s'entraîner comme en voyage, ça peut faire le lien aussi. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Val. Donc, pour rappeler un peu à l'audience, j'ai plus ou moins le même mode de vie. Enfin, disons que je voyage énormément et du coup, j'en suis venu à m'entraîner beaucoup au poids du corps. Et au départ, c'était plutôt une contrainte. En fait, c'est venu du fait que je voyage. Il a fallu que je m'adapte parce que j'aurais pas accès à un gym, etc. Donc, j'ai été contraint de changer ma manière de m'entraîner. Alors qu'à l'heure actuelle, je vais plutôt voir ça comme une chance, en fait, de découvrir une nouvelle méthode, de travailler sur soi, sur ses positionnements, sur, je sais pas, ses douleurs. Enfin, plutôt que de voir la chose comme une contrainte, j'ai vu ça comme une opportunité. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, bah ça résonne complètement, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que à la base, un petit peu comme toi, je me suis dit bon, comment je vais m'entraîner? On commençait à regarder, tu vois, quand on allait dans des hôtels, est-ce qu'il y a une salle de sport dans l'hôtel? Est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce que j'aurai la possibilité de m'entraîner ou non? Et en fait, ça m'a assez vite saoulé de devoir justement mettre ce filtre-là et puis de devoir de pas pouvoir voyager comme on le voulait et vraiment enfin, se dire, bah, peu importe, parce que de toute manière, je pourrais m'entraîner dans ma chambre, je pourrais m'adapter un peu de la manière Hmm. dont j'en ai envie. Et finalement, ouais, comme tu dis, ça permet déjà d'ajouter de la liberté sur le voyage et en même temps de la liberté aussi finalement sur l'entraînement, parce que quand tu t'ajoutes pas la contrainte d'être dépendante d'un matériel en particulier, et ben en fait comment dire, tu te permets d'imaginer des choses nouvelles. Tu vois, ça, tu te permets de te dire, t'enlèves d'un levier en particulier et ça t'en rajoute d'autres.
et tu te dis, bon, bah voilà, on peut jouer justement sur les leviers du corps. Tu peux utiliser le matériel que tu as dans ta chambre d'hôtel ou même à dispo dans un parc à côté. Ça te permet aussi d'explorer ce qu'il y a autour de toi, de te dire, bah voilà, là, je sais que à attendre, tu vois, si je marche 10 minutes, je vais trouver un parc en particulier. Ça permet aussi de faire plus facilement des rencontres. En fait, finalement, au début, c'est perçu comme une contrainte, et en fait, ça finit par t'ajouter presque plus de liberté, même si j'ai conscience que au début, et personnellement, moi, ça a été un peu une galère au départ, de m'entraîner suffisamment et efficacement sans matériel. Au début, c'est difficile. Avec les leviers, tu sais pas, t'as pas trop de conscience corporelle, tu sais pas trop comment faire. Et la salle, pour ça, il y a une barrière à l'entrée qui est un petit peu moins grande. Mais à partir du moment où tu passes ce cap-là, après, bah, finalement, tu te retrouves avec 10 fois plus de liberté. Ouais, clairement. Ouais, tout à fait. Ça peut être intéressant du coup dans ce contexte-là de prendre un coach, je pense, pour toutes les personnes qui débuteraient par s'entraîner à la maison. C'est pareil, hein. C'est un petit peu la même chose que quand tu t'entraînes en voyage. Tu as pas forcément accès à du matériel. Tu fais avec ce que t'as, avec les vidéos que tu trouves sur YouTube. Je pense que c'est vraiment, vraiment primordial de prendre un coach, encore plus que quand tu es à la salle. Parce que, voilà, comme tu dis, t'as pas de conscience corporelle, tu sais pas si ce que tu fais c'est bien. Sur une machine à la salle de muscu, voilà, t'as une marge d'erreur qui est beaucoup plus limitée. Tu pousses dans une direction, la machine, c'est une machine, donc ça va dans la direction que tu veux. Que quand t'es au poids du corps, et ben, c'est complètement différent. Donc, je pense que bon bah je nous fais un peu de la pub, hein, on est tous les trois coachs, alors un peu de pub, mais voilà, non, vraiment c'est à tous ceux qui nous écoutent et qui s'entraînent à la maison, je pense que lorsque vous êtes complètement étranger au monde de l'entraînement, c'est super important que vous commenciez par prendre un coach, quoi, encore plus que quand vous êtes en salle de muscu. Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord. Et puis même, tu vois, même avant de commencer à prendre un coach, ce qui m'a beaucoup aidé personnellement, ça a été simplement d'avoir le réflexe de me filmer. Parce que tu vois, quand on parle Mm. de conscience corporelle, quand tu te filmes pas, tu as vraiment l'impression d'être dans une position en particulier, que tes pieds sont positionnés de cette manière, que ton dos est positionné de cette manière, etc. Tu te filmes, tu te rends compte, tu peux déjà commencer à faire une grande partie des ajustements simplement en te rendant compte de ce que tu fais réellement par rapport à ce que tu penses faire. Une des grandes difficultés du poids de corps et du fait de jouer avec ses leviers, c'est ça, c'est cette conscience corporelle. Mais en même temps, du coup, encore une fois, c'est une difficulté à la base qui devient une liberté après par la suite Mhm. parce que tu Mhm. développes une conscience corporelle qui est d'autant plus importante. Clairement, ouais, ouais. Et après, même sans parler de débuter, toutes les personnes qui s'entraînent en salle pendant, voilà, peut-être depuis le début de leur aventure sur le plan de la musculation, quand ces personnes bah, vont partir, je sais pas, en voyage ou dans un mode de vie plus chaotique hors salle de sport, ça demande vraiment de switcher, de changer complètement de paradigme. Et du coup, voilà, ça peut être des personnes expérimentées en musculation, mais après qui savent pas forcément comment s'entraîner au poids du corps, en tout cas qui connaissent pas forcément toutes les possibilités qui existent parce que ça demande de changer de paradigme et réfléchir uniquement avec le matériel qu'on a à disposition. Par exemple, une paire d'anneaux, par exemple, son poids de corps, des élastiques ou autres. Juste en Ouais, tout parlant de à fait. matériel, avec Léo, nous, le matériel qu'on recommande en voyage, c'est une paire d'anneaux ou un anneau. Déjà, on peut faire une infinité d'exercices possibles. Qu'est-ce que toi, Même avec tu la sangle, recommandes de ton même côté, avec Val? la sangle Ouais, de l'anneau. clairement. Un Et anneau, une bah, sangle. je crois qu'on en avait déjà un petit peu discuté tous les deux, Flavien, mais on tombait clairement d'accord là-dessus, hein. Même si les anneaux, en fait, c'est vrai que tu peux faire énormément de choses. Et c'est vrai que les sangles, c'est quelque chose auquel j'avais pas spécialement pensé directement, mais c'est vrai que simplement avec les sangles, tu peux faire déjà beaucoup de choses. Avec un anneau, avec deux anneaux. En fait, la pratique à deux anneaux, la barrière à l'entrée, elle peut être assez grande dans le sens où bah, il y a une instabilité. Et au début, en tant que débutant, ça peut être un petit peu difficile à gérer. Simplement parce que les connexions nerveuses sont pas au top. Par contre, en tant que pratiquant intermédiaire avancé, il n'y a pas photo, c'est obligé. Même en tant que pratiquant débutant, comme vous disiez, avec les sangles, avec un anneau, il y a vraiment moyen de s'amuser et de faire quelque chose qui est hyper cohérent. Maintenant, soit un matériel pour pouvoir juste compléter les anneaux, il y a les élastiques, ça se transporte quand même relativement facilement et ça peut être couplé aux anneaux justement pour les débutants pour pouvoir se délester un peu et faire d'autres exercices, la possibilité de faire d'autres exercices, même un petit travail de mobilité en plus à côté. Ouais, je pense que les deux sont complémentaires, mais je vous rejoins complètement sur le fait que s'il y en a un seul à apporter, c'est Ouais, clairement. D'ailleurs, sur ma première expérience de voyage, quand j'étais parti au Chili, donc j'étais parti
3-4 mois, je m'entraînais du coup auparavant dans une salle de musculation classique. Et du coup, je m'étais dit, bah là-bas, j'aurais pas forcément accès à des salles de sport ou autre. J'étais parti avec une paire d'anneaux, j'avais pris aussi des sliders, j'avais pris des élastiques, des blocs de yoga. Donc, pas mal de petits matos au final parce que j'avais peur de m'entraîner au final sans rien, vu que je m'entraînais auparavant dans une salle de sport. Et au final, voilà, quand j'ai commencé mon aventure, le premier mois, je m'entraînais avec un petit peu tout. Et après, plus j'avançais, moins j'utilisais de matériel. À la fin, j'ai fini à m'entraîner uniquement avec ma paire d'anneaux, même pas dans un parc de street, mais au final, j'allais proche d'un arbre à chaque fois qui était vraiment idéal. Et j'accrochais simplement mes anneaux et je pouvais m'entraîner au poids du corps avec mes anneaux simplement. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et sur mes voyages après futurs, j'étais parti même avec un seul anneau et ça permettait vraiment de tout faire au final sur vraiment un système d'entraînement très minimaliste. Donc l'anneau, vraiment le meilleur matos selon moi pour s'entraîner en voyage. Ouais, Ouais, bien sûr, effectivement. Et du coup, il n'y a pas d'excuse. c'est la beauté du Clairement, voyage aussi. Pour rebondir un peu ce que tu disais, Flav, c'est vrai que t'as beaucoup de barrières mentales quand tu t'entraînes, quand t'es pratiquant en salle de muscu. Et c'est vrai que tu pars en voyage, bah t'es perdu quoi. Si tu vas pas en salle, en fait, c'est pas tellement que t'es perdu. Je pense que tu saurais quoi faire instinctivement parce que voilà, tout le monde est passé par faire des pompes avant de commencer la salle. Mais du fait que t'as pas tes repères, eh ben t'as la flemme. En fait, c'est simplement ce shift bah voilà, d'environnement. Tout est un peu bousculé, tout est un peu instable, et à cause de ça, dans le voyage, et à cause de ça, bah voilà, tu t'en viens à être perdu, quoi, et à ne pas savoir par où commencer. Alors que voilà, instinctivement, comme je disais, tout le monde a déjà fait des pompes, des tractions en étant gamin. Tu sais quoi faire, mais le voyage fait que c'est pas toujours facile. Donc cette instabilité à gérer en voyage, en fait. Euh, Clairement, moi d'expérience, je trouve que si j'ai pas mon entraînement, j'ai trop d'instabilité et c'est trop à encaisser en fait. Tu vois, si t'as pas ton repère de ton entraînement physique, de ton petit sport du jour, parfois les journées sont lourdes, toujours à parler en anglais, par exemple, pour le cerveau, c'est quand même pas facile, avec des inconnus, des gens que tu connais pas, des situations nouvelles, tu prends le métro, tu sais pas trop où tu vas, enfin, toute la journée, t'es dans l'instabilité, dans le chaos, et le fait de faire son petit entraînement le soir, eh ben, c'est se retrouver avec soi-même, en fait. Et c'est voilà, ça. je trouve que c'est la beauté de l'entraînement dans le voyage. Je te rejoins clairement s'entraîner en voyage ou même dans un mode de vie chaotique sans voyager. Juste s'entraîner, ça permet de maîtriser au moins un élément de sa vie, qui est bah, là l'entraînement, progresser là-dessus, se retrouver avec soi-même. Et clairement en voyage ou en dehors, hein, hors voyage, même au quotidien sur des personnes qui sont chargées du côté professionnel ou autre, ça permet d'avancer, d'avoir, je trouve, une certaine sérénité et de maîtriser au moins un élément dans une période de vie plus chaotique. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous, les gars. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que tu soulignes quelque chose d'intéressant, c'est que quand tu es un pratiquant de salle de sport, bah, en fait, il y a aussi ce truc de pas mal de pratiquants, et c'est ce que j'entends beaucoup en fait de la part des coachés. C'est si je peux pas aller à la salle de sport ou si je peux pas faire l'entraînement parfait tel qu'il est écrit sur ma fiche, ça sert à rien de le faire. Euh, alors que le fait de justement déjà s'entraîner avec les anneaux, avec un minimum de matériel et d'être capable de s'entraîner un peu de n'importe où, c'est aussi d'être capable d'accepter de se dire ce sera peut-être pas l'entraînement absolument parfait pour l'hypertrophie ou pour mes axes de progression sur lesquels j'ai envie de travailler, mais ça n'empêche que ça augmente le volume de la semaine, ça augmente le volume du mois et ben, en fait tu fais quand même quelque chose. Et en plus de ça, à partir du moment où ça devient un point d'ancrage, comme tu disais, par rapport à ton quotidien en voyage, c'est d'autant plus intéressant et en fait, ça devient vraiment une nécessité plutôt que quelque chose que tu intègres dans ton quotidien pour aller chercher simplement un objectif. Là, on est sur une nécessité pour ta stabilité émotionnelle, pour avoir un point de repère dans ton quotidien. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, je trouve que voilà, il y a vraiment un changement, il y a vraiment un changement de mentalité à avoir avec cet entraînement un peu plus minimaliste, c'est simplement aussi le fait de se dire que d'accepter que ce sera pas parfait, que tu seras pas dans les conditions parfaites. Et ça n'empêche que bah, tu te rapprocheras quand même de ton objectif, même si c'est pas l'entraînement parfait, tout simplement. Léo, je croyais que tu allais réagir, mais Non, non, j'attendais aussi. ouais, trop poli. Non, mais Non, ouais, c'est bah, clair que. vas-y, vas-y. Vas-y. Non, moi, je voulais dire, moi, on peut qu'être d'accord. Au final, t'as bien rebondi, Val, sur
ce qu'on repartageait vraiment. Pour moi, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est s'entraîner en voyage ou dans un mode de vie chaotique, hein. Perso, même quand je m'entraîne pas hors voyage, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Si c'est une période où je vais pas mal travailler ou autre, je vais être vite dépassé. Il va me manquer quelque chose si j'ai pas ma petite dose d'entraînement. Et voilà, en voyage, il suffit même de pas forcément caler des heures d'entraînement, hein, même 5, 10 minutes, 10, 15 minutes sur une routine rapide, ça passe très très bien au quotidien, sans forcément chercher à faire d'échauffement ou autre. Je sais que perso, j'utilisais pas mal la méthode EMOM, 3 exercices ou 4 exercices, 5 minutes par exercice. Si des fois j'avais un trou, par exemple, seulement de 10 minutes dans mon voyage, je calais voilà 10 minutes d'entraînement et ça passait très très bien. Ouais, C'est écoute, on s'entraîne plus ou moins de la même manière, je pense. Et ouais, t'as les 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et accumuler du volume au fur et à mesure de la semaine. On se rend pas compte à quel point, avec cet effet cumulé de ce que tu mets en place sur ta semaine, puis sur le mois, puis sur l'année, le nombre d'heures de pratique accumulées, et donc du coup de connexion nerveuse, de stimulation musculaire, qui font une différence monumentale à la fin de l'année sur des petites périodes de 10-15 minutes qui, à la base, quand on débute ou quand on est un pratiquant qui justement se laisse pas cette liberté-là, bah, tu passes à côté de ça, en fait. Alors que c'est vraiment hyper important pour les leviers, pour la progression et quel que soit l'objectif. Je Clairement. dirais que le problème de la majorité de la population, c'est que quand tu décides de faire ta séance de sport, c'est un moment un peu solennel. C'est un moment qu'il faut absolument prendre au sérieux. Alors là, je me mets dans ma séance, je lance ma montre, mon chronomètre, j'ai 1 heure, je me donne à fond. Et je pense que c'est un peu une connerie tout simplement parce que comme vous le disiez, en 10 minutes, on peut très bien obtenir quelque chose de consistant. Alors pourquoi pas après faire du micro-dosing dans sa journée, faire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, 10 minutes le midi, enfin voilà. Micro-doser sa séance en plusieurs petits entraînements dans sa journée. Et c'est une manière voilà, d'obtenir des effets cumulés. Et pour en revenir à ce que je disais au début, en fait, on se rend compte qu'on a clairement pas besoin de se mettre dans un mindset de fou furieux quand on va s'entraîner. Simplement, on se dit, OK, là, j'ai un temps mort, j'ai 7 minutes pour attendre mon prochain train ou mon prochain bus. Il y a un arbre à côté, bah hop, je vais faire des tractions. Et c'est simplement ce petit changement de mentalité que parfois, eh ben, qui fait obtenir de grands gains, hein, tout simplement, hein. Franchement, c'est juste trop beau de pouvoir s'entraîner n'importe quand, bien qu'il y ait des gens qui nous regardent et de ne pas se sentir observé, de se sentir libre. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement difficile à faire au début, je trouve quand même. Ouais, Ouais, c'est vrai, je ça, suis ça d'accord, demande c'est un assez changement difficile. d'état d'esprit, ouais. Vas-y Val, je te Ouais, laisse. exactement. Non, non, mais vas-y, tu peux enchaîner. Je pense on a fait le tour du sujet. On est tous bien d'accord là-dessus. Ça ajoute un maximum de liberté au quotidien et ça a un impact psychologique et du coup aussi physiologique pour la santé et pour beaucoup de choses. Donc, forcément, on est d'accord. Ouais. Puis après, même quand Après, on rentre du voyage, par exemple, là, je vois chez moi, des fois, j'ai des journées bien chargées à 100 à l'heure. J'arrive, voilà, le soir, genre, alors, il est déjà 19h. J'ai pas pris le temps de m'entraîner ou autre. Je sais que je vais manger. Je me dis, bah voilà, je cale 5 minutes, un minimum traction, parce que j'ai la chance d'avoir une barre chez moi pour m'entraîner ou voilà, juste des pompes ou autre mouvement avant de m'entraîner. Enfin, avant de manger, du coup, 5 minutes. Et au final, voilà, j'ai fait évoluer mon EMOM. J'ai avancé vers quelque chose. Je me sens super bien sur bah, les hormones qu'on sécrète, etc. Grâce à l'entraînement. Et voilà, je passe mon repas et je vais dormir paisiblement. Que si j'avais pas fait l'entraînement, il y aurait eu pas mal de changements. Voilà, j'aurais peut-être culpabilisé de pas m'être entraîné, pas avoir pris un peu de temps pour moi aujourd'hui. 5 minutes au final, même dans un mode de vie très chargé, tout le monde là, il suffit simplement voilà, de les prendre même voilà 5 minutes sur son sommeil. C'est pas énorme. c'est quand même un sacré paradoxe tout ça, parce que tu pars en voyage pour casser ta stabilité, mais tu vas rechercher de la stabilité dans le voyage. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu vas Ouais, chercher ouais, toujours c'est vrai. C'est vrai. sans arrêt à casser ta routine, à dire ouais j'en ai marre le boulot machin, trop hâte de partir en vacances. Et en vacances, tu vas penser quand même ah faut que je m'entraîne pour avoir un peu de stabilité dans le chaos du voyage, tu vois. Donc c'est quand même un paradoxe, je trouve. Bah, de toute façon, il faut toujours un petit peu d'ordre dans le chaos et un petit peu de chaos dans l'ordre, hein. Ça, c'est que comme ça qu'on trouve justement cet équilibre-là. Et quand tu es en plein chaos en voyage, quoique des fois, pour le coup, en voyage, on se sent
je trouve très rapidement à l'aise et c'est pour ça que ça permet aussi des fois de caler un petit peu plus de temps pour les séances, etc. Parce que bah, on a aussi de l'énergie, on peut déployer de l'énergie aussi pour la séance parce que ça peut être aussi un facteur limitant. Ou en voyage, moi je me souviens pour l'histoire, on est parti 3 mois avec ma copine, on est parti en Australie, en Nouvelle-Zélande et je continuais de travailler pendant ce temps-là. Et je sais que des fois la séance elle passait à la trappe même s'il y avait du temps, la séance passait à la trappe par souci juste d'énergie, mais surtout au début. Après, justement, une fois que il y a un petit peu moins de chaos, une fois qu'il y a un petit peu plus de place et d'énergie justement pour placer une séance ou pour placer un temps de pratique, et ben là, à ce moment-là, du coup, tu peux te permettre de retrouver cet équilibre-là, et c'est là que ça fonctionne vraiment comme étant un point d'ancrage. Maintenant, même quand j'avais relativement peu d'énergie, je faisais de la mobilité, des choses qui sont un petit peu moins taxantes, quand même de la pratique, mais de la pratique un peu moins taxante nerveusement entre guillemets, parce que le voyage peut être taxant et ça peut rajouter une dose par-dessus ça. Et c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'on recherche toujours de toute façon dans le chaos un petit peu d'ordre et la séance peut l'apporter. Et c'est vrai que c'est un point hyper important. Ouais, c'est vrai que ça dépend un petit peu du contexte et de la situation. Et quand il y a trop de chaos en voyage, bah, ça peut être compliqué des fois de s'entraîner, mais rapidement remettre voilà, des toutes petites routines ou juste des mouvements instinctifs, bouger un petit peu, juste prendre un tout petit peu de temps pour soi, ça permet quand même de garder un cap et une bonne stabilité. Perso, quand j'avais une bonne stabilité en voyage, instinctivement, ce que j'aimais caler, c'est partir courir. Déjà, ça permet d'explorer les alentours qu'on connaît pas forcément en voyage et ou simplement partir marcher si on n'aime pas forcément courir. Je sais que Léo, tu fais beaucoup ça aussi en courant. En voyage, ça permet vraiment de tout explorer et c'est vraiment très sympa ça. Ouais, mais alors moi, à l'inverse de toi, t'as dit que c'était quand tu appréciais la stabilité que tu pouvais aller courir, etc. Moi, ça va être l'inverse. Quand je vais avoir de la stabilité, je vais être plutôt focalisé sur mon entraînement de muscu à proprement parler, alors que quand je sais que ça va vraiment être instable. La semaine dernière, par exemple, j'ai passé une semaine avec mon frère là qui m'a rendu visite au Japon et on a bougé tous les 2 jours de ville en ville. J'avais mes gros sacs parce que à savoir que je suis au Japon pour 1 an, donc j'ai mes gros sacs de 40 kilos là. J'ai deux sacs avec 40 kilos de poids au total. Donc quand il faut se déplacer d'une ville à une autre en prenant plusieurs trains, plusieurs transports, etc., c'est extrêmement fatigant en termes de fatigue nerveuse, fatigue physique, etc. Donc c'est vrai que, comme tu disais, l'entraînement dans ce contexte-là est parfois un peu compliqué, mais je sais que je vais pas avoir de repères, je vais être dans l'instabilité, et ben c'est là que j'aime partir courir. J'aime partir courir quand j'ai de l'instabilité, j'aime partir m'entraîner au parc ou etc. quand j'ai de la stabilité plutôt, à l'inverse. Tu vois? C'est plutôt Ok. ce paradoxe-là. Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, ouais, clairement, la course à pied, c'est aussi un excellent moyen de découvrir, de découvrir les alentours, hein, tout simplement. Franchement, mais il y a ma copine qui court pas, des fois, elle est jalouse parce qu'elle me dit, ah, mais t'es déjà allé là, mais comment t'as fait? Moi, moi, je suis jamais allé encore. Ben, j'ai dit, il faut se mettre à la course, hein. Faut se mettre à la Clairement, course. clairement, Mais clairement. c'est vrai que c'est... Ou le vélo aussi, tu vois, on n'y pense pas assez, mais ça se fait beaucoup maintenant, la location de vélo dans n'importe quelle ville hein, où tu vas. T'as souvent un loueur de vélo, mais voilà, c'est... Encore une fois, le mouvement, il est fondamental pour que tu sois dans la stabilité ou dans l'instabilité. Le mouvement reste fondamental, quoi qu'il en soit. Ouais, je te rejoins. Juste pour rebondir sur la course, je le fais plus moi quand voilà, c'est un peu moins le chaos en voyage parce que ça demande juste d'avoir, j'aime pas partir courir par exemple 5 minutes. Si j'ai, 5-10 minutes, je vais plutôt prioriser, voilà, un petit entraînement à base de poids de corps ou juste avec mes anneaux. Mais voilà, je vais plus, prioriser la course quand j'ai, au moins 30 minutes devant moi, simplement ça là. Petite parenthèse de pourquoi je cours plutôt quand j'ai un petit peu de stabilité en voyage. Et quand c'est vraiment le chaos, très peu de temps ou autre, je sais pas, j'ai enchaîné des grosses journées, bah là, je priorise plutôt petit entraînement au poids du corps qui demande même pas de mettre ses chaussures et puis c'est parti. Ouais, ça dépend clairement du contexte. Ouais, comme d'habitude, hein, on en revient à la même chose. Tout dépend du contexte. Tout dépend aussi du contexte de ton voyage. Tu pars pour un enterrement de vie de garçon, ton meilleur pote se marie. Est-ce que vraiment, sur un week-end, tu vas prendre le temps de t'entraîner?
encore une fois, tout est vraiment contexte dépendant. Je sais que C'est moi, je sûr. pars pour des voyages d'un an à chaque fois. Bon, je vais pas arrêter de m'entraîner pendant un an, hein, c'est sûr et certain. Mais est-ce que si je partais, je sais pas, en randonnée, tu pars en randonnée sur 4 jours, ou tu pars faire un GR20, est-ce que tu vas prendre le temps de faire ta petite série de pompes, ta petite série de squats, trouver un arbre pour faire des tractions? Je pense pas que ce soit la peine dans ce cas-là, parce que c'est vrai que c'est beaucoup une question de contexte, et c'est ce que j'allais ajouter, c'est que dans certains voyages, tu bouges déjà tellement, en fait, dans ta pratique, enfin, dans le simple fait d'explorer, dans le simple fait de faire des randos, des activités comme de la plongée, du snorkeling, toutes ces choses-là. En fait, tu bouges déjà tellement plus que sur ton quotidien. Ça te permet simplement aussi de faire autre chose. Mais par contre, ouais, se saisir un petit peu l'opportunité, parce qu'il y a toujours dans les voyages, il y a des journées un petit peu de trou où où tu te reposes. Bah, quand même saisir l'opportunité de bouger à ce moment-là. Et puis bah, saisir l'opportunité de bouger différemment avec les différentes activités que tu as différemment sur le voyage. Mais effectivement, ouais, il y a certains moments, c'est peut-être pas cohérent de rajouter de l'activité sur un GR20, comme tu disais. Je pense que t'en chies suffisamment pour rajouter des tractions par-dessus, quoi. Clairement, clairement. Tout dépend, ouais, tout le temps du contexte, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Question du coup que on en avait parlé un peu en off, qui peut paraître un peu bête, mais en quoi bouger permet de mieux vivre? J'ai vu que c'est un peu ce que tu as partagé au final, Val, sur ton compte Instagram notamment. Mais en quoi bouger, voilà, Oui. permet d'améliorer sa qualité de vie? Bouger, tu veux dire voyager? Non, simplement bouger, créer du mouvement, quoi. Ok. Bouger avec son corps. D'ajouter du mouvement au quotidien, donc le voyage est inclus, mais dans la grande famille de tout ça, c'est ça? Ouais, C'est c'est ce que ça, tu veux dire? c'est ça, c'est ça. Ouais. Ok. Bah, Question c'est vrai très que ça large. paraît quand même. Ouais, question très large, très très large. Donc évidemment, ouais, c'est vrai que pour le coup, moi, je suis beaucoup là-dessus où en fait, majoritairement, j'aide les gens simplement à se remettre en mouvement au départ. Puis après, du coup, aller chercher d'autres objectifs un petit peu plus précis à travers la calisthénie, etc. Mais le but, c'est vraiment de commencer au départ sur des gens justement qui bougent un peu et qui déjà, en fait, simplement, à partir du moment où je les ai en appel au départ, ils me disent qu'ils ressentent le besoin de bouger. Et déjà, juste quand tu t'ancres et que tu penses simplement à ton ressenti, quasiment n'importe quel être humain a ce sentiment de besoin justement envers le mouvement, et parce que simplement déjà donc tu as le côté purement physiologique, hein, le fait de toute façon déjà le mouvement c'est quand même relativement simple. Quand il n'y a plus de mouvement dans ton corps, ça signifie la mort. S'il n'y a plus de mouvement circulatoire, il n'y a plus de mouvement, il y a beaucoup de choses qui, si statiques, ça fonctionne forcément moins bien. Donc du coup, rien que ça, c'est là qu'on se rend compte qu'on a déjà beaucoup besoin de bouger. Il y a le fait de sortir aussi comment dire, de chez soi pour pouvoir s'aérer, pour pouvoir respirer. Il y a cette envie de bouger aussi pour pouvoir avoir une meilleure composition corporelle, pour délier ses articulations. Enfin, de toute façon, en fait, tout le monde ressent plus ou moins cette nécessité. Et donc derrière, à partir du moment où tu rajoutes du mouvement au quotidien, il y a un bien-être quasi instantané. Tu vois, dans les premières semaines d'accompagnement, on le voit directement. Le feedback, c'est ça me fait du bien de rebouger quand même. Je me demande pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plusieurs années en arrière. Mais en fait, c'est qu'à certains moments, ça passe au second plan pour des préoccupations particulières. Et il y a aussi le côté, donc ça, c'est plutôt le côté physiologique, le côté confort de vie. T'as le côté psychologique, parce que bah, quand même à la base le cerveau c'est un organe qui est aussi fait pour bouger avec les motoneurones, avec voilà, la toute base le cerveau il est là pour simplement bah, faire interagir les groupes musculaires entre eux pour pouvoir te faire bouger et faire en sorte que tu avances. Et je sais pas si ça vous le fait aussi de votre côté, mais personnellement quand je suis en train de marcher, quand je suis en train de m'entraîner, il y a des nouvelles idées qui arrivent. On sent que dans la tête, ça fonctionne différemment, ça débloque certaines choses. Et je trouve qu'en fait, on s'y retrouve, que ce soit d'un point de vue physiologique ou psychologique, on s'y retrouve en termes de bien-être au quotidien, sur le simple fait d'ajouter du mouvement au quotidien. Ah bah là, Donc, t'as tout en dit. fait, j'ai essayé
c'est un large éventail, donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je suppose qu'en en parlant justement, il y a d'autres choses qui vont nous revenir. Mais voilà, c'est juste à tous les aspects qui sont englobés par le simple fait de bouger et peu importe comment, qu'est-ce qu'on considère comme étant du mouvement à partir du moment où tu bouges, on le ressent tous en tant qu'humain, on ressent tous ce besoin de bouger, ce besoin de jouer et puis même plus largement, dans le monde animal, tout le monde, enfin, on a tous ce besoin d'être en mouvement parce que nos systèmes fonctionnent comme ça. Et, euh, et voilà. Je sais pas si vous voyez à la cam là, j'ai un livre, Mo- Ouais, Movement on voit. Matters de Cathy Bowman. Alors ça, les gars, c'est la Bible, vraiment la Bible du mouvement. C'est il y a une info particulière qui avait retenu mon attention et qui peut un peu illustrer le propos de pourquoi le mouvement est fondamental. Et comme tu disais, Val, sans mouvement, on meurt. Il y a une maladie très commune de notre siècle, du 21e siècle, qu'on observait beaucoup moins avant, c'est la myopie. Alors la myopie, pourquoi? Bah parce qu'on est de plus en plus soumis aux écrans, donc on a une vision qui est de plus en plus focalisée de très près, très proche, alors que dans l'ancien temps, on avait beaucoup plus de grands espaces, il y avait moins de buildings, il y avait moins de maisons, on n'allait pas forcément à l'école, donc on n'avait pas toute la journée les yeux rivés sur une distance qui est très proche. Et en fait, on s'est rendu compte que la myopie est associée au fait d'avoir toujours plus ou moins la même distance de vision. Et c'est vrai que on se rend compte que même les mouvements oculaires changeaient un peu. Regarder au loin, regarder près, regarder au loin. Simplement ça, c'est du mouvement. Et c'est une manière de guérir certaines maladies. Le fait d'échanger comme on le fait là, faire un podcast, c'est du mouvement aussi. On est en train de discuter, on est en train d'utiliser nos muscles, notre trachée, nos muscles, comment on dit, nos muscles vocaux, je sais pas comment on dit. Bref, mais encore une fois, c'est du mouvement. Et puis dans le mouvement, il n'y a pas que le fait de bouger son corps, il y a aussi le fait de bouger une information. On est en train d'échanger ensemble, chacun un peu échange ses pensées, etc. Encore une fois, c'est tout un flux qui est en mouvement. Donc voilà, quand on parle de mouvement, c'est pas uniquement bouger son corps, c'est vraiment une philosophie à laquelle il faut penser avant tout. Bah, je pense pour vivre mieux dans sa vie, pour mieux gérer ses émotions, et puis vivre plus heureux tout simplement. Ah, on en parlait un petit peu, ça fait lien un petit peu au dernier épisode du podcast où on parlait de spécialistes vs hybrides et au final juste de multiplier les expériences de vie, multiplier les expériences de mouvement en variant les mouvements, multiplier les types de sollicitations. Ça permet vraiment de mieux vivre, nourrir notre cerveau, créer de nouvelles connexions et au final voilà, multiplier que ce soit des sollicitations physiques, mentales, etc. permet vraiment d'explorer tout notre potentiel et créer plus de connexions, nourrir notre cerveau, hein, c'est un peu large, mais nourrir notre cerveau, entre guillemets, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, plus on va avoir de canaux d'acquisition, plus le cerveau va grandir tout simplement. Et plus le cerveau va grandir, plus on va se sentir heureux, épanoui, curieux, etc., etc. Alors qu'à l'inverse, on te met dans une cage, on te ferme au monde dans une cage, tu vas que t'atrophier en fait. Tes muscles vont s'atrophier, ton cerveau, ta curiosité, tout. Mais quand on t'ouvre au monde à tout un flux de possibles et inimaginables, ben voilà, c'est comme ça, je pense que tu nourris clairement ton intelligence, tes différentes intelligences, j'ai envie de dire même. Mais voilà, j'aimerais faire comprendre aux gens qui ne voyagent pas et qui n'ont pas cette philosophie que le mouvement c'est juste trop important quoi. Et par ce biais le voyage aussi. Mais c'est dur parfois, c'est dur. C'est vraiment difficile de faire comprendre ça aux gens. Bah, après, on le voit sur plein de, le corps cherche tout le temps l'économie, tu vois, si je reviens sur le mouvement du corps, des articulations, on le voit par exemple si vous êtes déjà cassé le bras ou autre, on vous met un plâtre, vous bougez plus. Tout de suite vous perdez des angulations de mouvement, vous perdez des amplitudes de mouvement parce que on les mobilisait plus, donc tout ce qu'on n'utilise pas, le corps le supprime. Et voilà, petit à petit, on s'atrophie, etc. Et on peut faire le parallèle du coup avec l'aspect mental et exploration. Au final, moins on explore, plus on reste tout le temps sur les mêmes canaux de. Je sais plus ce que tu disais, Léo, mais les mêmes. Canaux d'acquis. Ouais. Ouais, canaux d'acquisition, c'est pas vraiment le mot que je veux utiliser, mais voilà, tout le temps les mêmes connexions, les mêmes.
les mêmes tâches du quotidien et on crée pas de nouvelles connexions neuronales ou autres dans notre Ouais, et quotidien, puis dans notre vie et on finalement, nourrit pas notre cerveau. exactement. Et en fait, on restreint son champ de liberté à force d'éviter ou en tout cas de pas le faire et de pas l'utiliser, parce que comme tu l'as très bien dit, tout ce qu'on n'utilise pas, le corps s'en débarrasse par souci d'économie d'énergie. Ça marche pour absolument enfin, la plupart des fonctions, sauf les fonctions vitales, je suppose évidemment, mais qui fonctionnent de toute manière en automatique, donc elles sont en mouvement en automatique. Mais tout ce qu'on doit faire bouger consciemment, eh ben, on doit le faire simplement parce qu'après derrière on perd en capacité. On se retrouve avec un champ d'action qui est de plus en plus réduit, et au fur et à mesure que le champ d'action se réduit, c'est de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance, de plus en plus difficile de se remettre en mouvement finalement. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de vraiment, en gros, se dire vraiment d'être sur une remise en mouvement qui soit la plus progressive possible, pour pouvoir bah, derrière en fait enclencher un genre de momentum, un genre de momentum qui te permet de te dire, ok, bah là c'est bon, je vais dans le bon sens, je vais dans le sens de ma santé, je le ressens, et souvent en fait ce qui se passe, c'est que d'un seul coup après il y a un ping-pong entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que tu envoies avec le corps une information que tu as envie de bouger et tu bouges. L'esprit te renvoie l'information comme quoi bah, tu as apprécié ça et bah, tu as envie de recommencer. Donc du coup tu recommences et en fait t'enclenches un truc, et c'est un petit peu comme bah, pour une voiture ou quoi que ce soit. Enfin, ou pour un avion, la phase d'accélération, elle demande souvent énormément d'énergie, alors que la phase stationnaire, à partir du moment où tu arrives à choper justement ce momentum-là, eh ben, ça te demande plus tellement d'énergie pour pouvoir continuer à le faire, mais t'en tires toujours les bénéfices. Et ça, c'est vraiment hyper important à considérer, c'est-à-dire que nous, on est aussi à la bonne place en tant que coach et en tant que professionnel là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ça fait 10 ans qu'on a enclenché ce cercle-là, même plus longtemps, enfin bref, peu importe. Et donc, du coup, en fait, on est dedans. Et donc, on a ce momentum-là qu'on n'a pas lâché depuis des années, ce qui fait qu'on arrive à le maintenir en voyage, ce qui fait qu'on arrive à le maintenir dans notre quotidien hyper facilement. Et l'objectif pour les gens qui nous écoutent et qui galèrent vraiment à se remettre en mouvement, c'est de vraiment commencer avec des petites choses pour justement en commencer à engager ce ping-pong entre le corps et l'esprit. Et après, et ben, d'un seul coup, en fait, de fil en aiguille, marche par marche, et ben, tu te retrouves à réellement apprécier ça. Ton corps te le fait comprendre par un cocktail hormonal, par des sensations. Et en fait, tu te retrouves 10 ans plus tard en te disant, j'ai jamais lâché, mais simplement parce que ça m'a paru hyper naturel, quoi. C'est ça, maintenir une habitude, c'est toujours plus facile que de la créer et c'est pareil avec les qualités physiques ou autres. Donc, voilà, simplement se lancer tranquillement permet voilà, de créer une nouvelle habitude et d'avancer d'année en année. Ouais, exactement. Vous Et tu auriez vois, des parce que je exemples, sais que pour beaucoup, vous des auriez des exemples exemples concrets de, de petits, t'as parlé de petites choses, un conseil à donner aux débutants, du concret. bah déjà juste la chose la plus simple, c'est la marche, hein. C'est très concret et en fait ça allie tellement de choses. Ça favorise la circulation sanguine. Donc on parlait tout à l'heure des yeux. Le simple fait de bouger, tu vascularises mieux. Les vaisseaux, le problème des yeux aussi, c'est que c'est des vaisseaux sanguins qui sont très petits, et donc du coup il faut favoriser un maximum le passage jusque-là pour éviter que ça se détériore, en plus du fait de justement de les faire bouger suffisamment pour pouvoir continuer à travailler ce truc-là. Donc sur la marche, tu vas avoir une stimulation du système immunitaire aussi, tu vas avoir une dépense énergétique, tu vas respirer, tu peux aller en nature. Euh, Juste en fait, commences à bouger, et je pense que je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose que ça au départ, parce que en dehors d'un handicap particulier, on sait tous ce que c'est la marche, on sait tous marcher et on sait tous comment le faire. Et voilà, il suffit juste de. Et en plus, tu peux te mettre en autopilote, tu peux te mettre un truc dans les oreilles, un podcast, une musique, quelque chose que t'aimes, et le faire juste comme ça pour te mettre à bouger. Tu rentres chez toi, tu te dis là ça m'a fait du bien, je le sens, j'ai bien respiré, etc. Tu as envie de le refaire le lendemain. Et en fait, peut-être tu y vas petit à petit. Au début, tu fais 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes. Et après, au bout d'un moment, bah, si tu as du temps dans ta journée, tu peux marcher un petit peu plus, tu peux commencer à te challenger, peut-être mettre de l'activité sportive. Parce qu'en fait, à un moment, tu vas avoir envie de le faire. Parce que souvent, les retours qu'on a sur l'activité sportive, c'est, oh, j'ai la flemme, tu vois, j'ai la flemme, j'ai pas envie de le faire, c'est trop compliqué. Mais
souvent, la flemme, elle vient simplement du fait que le sport dans l'inconscient collectif, c'est forcément une séance d'1 heure et demie sur laquelle tu vas t'envoyer des grosses charges, du gros volume, et tu vas être courbaturé pendant 3 semaines derrière. Évidemment que ça, tu as la flemme quand tu t'es pas entraîné depuis 6 mois. Mais par contre, si tu commences simplement par un petit peu de marche et que tu y vas petit à petit, bah, au bout d'un moment, tu vas arriver à ce volume-là sur cette séance si tu en as envie, et tu seras bien plus capable de l'encaisser et bien plus capable de faire face à cette séance, entre guillemets. Donc je pense que ouais, pour te répondre, simplement la marche, après tu as plein de petites choses au quotidien, tu vois, simplement si tu travailles dans un bureau, te lever un petit peu plus. Juste ce truc-là de se lever toutes les 10 minutes, enfin ou même toutes les demi-heures, pour faire un petit tour de ton bureau sans spécialement aller chercher un mouvement en particulier. Et puis juste en fait te dire que je ne reste pas statique pendant 3-4 heures parce que bah, on sait que c'est loin d'être quelque chose de sain. Et en fait, ce genre de petites choses au quotidien, ça peut faire la différence. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose de farfelu, entre guillemets. Clairement, hein. Commencer simplement, comme tu l'as dit avec la marche, commencer petit et pas chercher compliqué, hein. Potentiellement après partager voilà une nouvelle habitude si c'est 5 minutes de marche au lieu de voilà 5 minutes je sais pas au boulot, vous passez toute la journée assis, voilà, vous faites une pause café d'habitude avec votre collègue sur un canapé. Bah là vous faites la pause café tous les jours 5 minutes en marchant, vous ancrez cette habitude avec une personne, vous la partagez. Ça peut être des petites techniques pour avancer simplement en partageant en plus un moment sympa. Et voilà, toujours Ouais, c'est commencer ça. petit et simplement, c'est sûr, pas besoin de chercher farfelu, comme tu l'as dit. Exactement, et tu viens lier ça à une habitude qui est déjà bien ancrée. Comme par exemple, tu disais justement le café, c'est intéressant. Le simple fait de manger et de se faire une petite balade digestive derrière de 5-10 minutes, tu sais que tu as des choses dans ton quotidien qui sont complètement ancrées depuis des années, et ben tu t'accroches à ça, et à ça tu rajoutes une autre habitude, et à partir du moment où ces deux habitudes sont liées, c'est beaucoup plus facile de le faire rentrer dans le quotidien. C'est ça, pas forcément faire rentrer une nouvelle habitude, mais du coup changer quelque chose que l'on fait déjà, comme tu dis, ça marche très, très bien, hein. Léo, tu C'est voulais, marrant de voir à rebondir, ouais. quel Ouais, c'est marrant de voir à quel point, à chaque fois qu'on a un nouvel invité sur le podcast, on en vient à parler de la marche et à en sortir des bénéfices immenses. La dernière fois C'est qu'on a eu vrai. Simon, il nous parlait des bénéfices de la marche pour accélérer son métabolisme et perdre du poids. Là, on parle de la marche pour les effets, pour lutter contre la sédentarité, aussi pour les effets, le bien-être mental que ça peut avoir. Enfin, vraiment, du coup, on n'est pas en train de vous mentir hein, quand on parle de la marche. Pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment un super pouvoir. Enfin, oui, un super pouvoir, on peut le dire, qu'on a entre les mains et que malheureusement beaucoup d'entre nous n'utilisent pas ou plus. Euh, Allez marcher, allez marcher. Et traquez vos pas avec l'application santé de votre téléphone. Essayez de gamifier un petit peu. Quand je dis gamifier, ça veut dire rendre sous la forme d'un jeu vidéo par exemple, des activités qui peuvent vous paraître un peu pénibles au début. Donc la marche par exemple, le simple fait d'observer ses pas et d'essayer de battre son record un petit peu quotidiennement ou de se dire ouais je vais essayer de faire plus que la veille. Voilà, c'est une petite forme de jeu qui vous poussera à marcher encore plus et à long terme, voilà, faire rentrer la marche dans vos habitudes, dans votre routine quotidienne. Clairement ouais, gamifier le défi ou une nouvelle habitude, c'est très simple. Pour ça, je trouve se lancer des petits challenges sur une semaine ou sur un mois, c'est vraiment quelque chose qui est cool. En général, sur les personnes que j'ai en coaching, je leur propose par exemple, je sais pas, de commencer par faire 30 squats par jour, par exemple, pendant un mois. La personne en général va me dire, mais 30 squats, bien sûr que je suis capable et tout. Mais tu regardes son mois dernier, au final, des squats, elle a fait une séance, elle a fait 50 squats d'un coup, elle a eu plein de courbatures le lendemain, elle a arrêté. Là, voilà, on propose de faire 20, 30 squats par jour. Tu le fais tous les jours, tu regardes à la fin du mois, tu as fait énormément de squats et voilà, tu as progressé, tu as créé une nouvelle habitude. Tu peux rendre ça après plus fun sous forme de jeu ou autre, créer de nouveaux challenges et tu avances très bien comme ça. Ouais, Bon, l'effet cumulé Ouais, tu voulais dire quelque chose, Léo? non, j'allais dire que tout était très clair, mais je vais te laisser terminer. Ouais, non, mais effectivement, tu vois, j'allais juste simplement dire que des fois, l'effet cumulé sur ce type de petites habitudes, ça peut être vraiment impressionnant, hein, parce que quand tu regardes, ouais, 30 squats par jour pendant un mois, c'est 900 squats à la fin.
En termes de volume, on est quand même sur quelque chose de solide. Comme pareil sur la marche, tu vas faire, si tu fais 10 000 pas par jour pendant 30 jours, à la fin du mois, tu te retrouves quand même avec 300 000 pas. Sur l'année, du coup, tu es à peu près à 3 600 000 pas. Évidemment que justement, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, si tu n'ajoutes pas un peu de progressivité dans ce process et que tu prends juste l'objectif en tant que tel en te disant, ah, voilà, je dois faire 3 600 000 pas, ou je dois faire 900 squats, évidemment, là, ça complique énormément les choses. Que si tu prends juste simplement 10 minutes, 15 minutes dans ta journée, deux, trois fois, et ben, tu vas aller chercher tes objectifs de marche ou tes objectifs de squat. Tu regarderas en arrière, 30 jours en arrière, un an en arrière, et tu te dis, et là, tu verras le chemin parcouru sans même t'en être rendu compte parce que tu auras pris du plaisir à le faire au quotidien. Et ça, c'est hyper important. Magnifique. C'est Bon, on peut clôturer. On a voilà 47 minutes d'échange. Franchement, très bien, très carré. Ouais, c'était un chouette épisode. Ça me tenait vraiment à cœur de reparler du mouvement quand on voit l'importance que ça peut avoir aujourd'hui. Je pense que on est trop nombreux à le sous-estimer. Même des gens qui vont en salle de muscu, même des gens qui sont sportifs, eux-mêmes sous-estiment le mouvement. Le mouvement, c'est pas que le sport. C'est vraiment quelque chose à mettre en place dans son quotidien au plus possible. Ouais, carrément, carrément. Bah, en tout cas, merci beaucoup les gars pour l'invitation sur le podcast. C'était top et au plaisir de refaire une apparition peut-être sur un thème différent. Mais dans tous les cas, là, ouais, parler de mouvement, forcément que j'allais être au rendez-vous pour en discuter avec vous et je trouve qu'on a abordé le sujet de la meilleure des manières. Bah, Top. franchement, avec plaisir, hein. Merci à toi pour ton temps et voilà. On a partagé au final quelque chose de très simple, mais pas besoin de tout le temps aller chercher des techniques d'intensification ou autre. On revient tout le temps aux mêmes bases en fait, hein. Comme tu disais, Léo, là, on a reparlé de la marche encore une fois, mais toujours les mêmes bases qui permettent d'avancer, d'explorer. Donc, merci, bah, Top, c'était top, top. l'épisode 18 qu'on peut clôturer maintenant.